Salut Madri, déjà dans un premier Salut. temps, merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec plaisir. Donc c'est toi qui ouvres le bal. On va annoncer peut-être en préambule, donc pour ceux qui nous écoutent, que ce serait pertinent éventuellement, si vous le souhaitez, de suivre sur le site de Madri, donc madri.fr. Comme ça, vous pourrez regarder un petit peu les photos dont on va parler au cours de l'interview, au fur et à mesure qu'on va en parler, quoi. Voilà, donc déjà dans un premier temps, peut-être tout le monde te connaît pas, hein, je pense, pas encore en tout cas. Est-ce que Je pense tu que non, peux... je ne suis pas à ce Ouais, point-là tu une n'es pas à ce point superstar. célèbre. Voilà. Donc l'idée c'est peut-être déjà que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es. Bon, t'es photographe, bien sûr. Je suis déjà, dans la vie de tous les jours, je suis un ours. Donc je partage plein de points communs avec cet animal et en particulier, je sors peu de mon petit confort et de ma petite zone. Mais bref, en fait, au départ, je suis ingénieur en électronique, ce qui n'a rien à voir avec la photo. D'accord. J'ai suivi un cursus d'ingénieur, ce qui est vachement important à dire pour la suite de cette interview, je pense. Et j'ai découvert la photo dans mon école d'ingé, puisqu'en fait, quand tu rentres dans une école d'ingé, tu dois faire un club de l'école. Celui que tu veux. Voilà, le but c'était que tu aies une activité extrascolaire qui va, en plus de te permettre de te sortir la tête de tes études, l'objectif c'est ça, mais l'objectif c'est surtout de t'apprendre à vivre dans une entreprise. Parce que très vite dans ces associations, il y aura un président, un vice-président, on va organiser des événements, tout ça. Enfin bref. D'accord. Ok. Voilà, c'est Donc aussi c'est créer de la initialement cohésion. ce qui t'a amené, on va dire, vers la Ouais, photo, alors tes premiers j'étais contacts, musicien quoi. à l'époque. Ouais, Mhm. j'étais musicien à l'époque. Un gros métalleux qui tâche. Et Y la a pas sauce de d'honte. musique de l'école me. Non, 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 mais je suis pas du tout honteux de cette époque. D'ailleurs, je suis toujours métalleux, mais c'est pas la question. Et en fait, la sauce de musique ne me convenait pas du tout en termes de style et de ce qu'il proposait. Et puis donc, je suis allé voir un peu les autres assos pendant la journée porte ouverte et je suis allé voir la sauce de photo. Alors que la photo était pas très très loin de moi à ce moment-là de ma vie. C'est D'accord. pas du tout quelque chose qui m'intéressait ou qui me. Voilà. Et en fait, ils faisaient du développement argentique. Et j'ai trouvé ça magique de voir apparaître des images. Eh oui. Vraiment, il y a eu un truc comme ça que On j'ai a tous trouvé un assez peu dingue. démarré par ça, j'ai l'impression, enfin en tout cas nous les vieux, parce que on peut dire qu'on fait partie du siècle Les dernier vieux. maintenant, nous. Et La magie du labo, quoi. c'est ça, t'as la magie du labo, et en fait, la magie du labo s'en est suivie par un autre truc. Donc, j'ai intégré cette assoce de photos. Et l'autre truc qui m'a tout de suite plu, c'est le fait que la photographie n'est pas la réalité du monde. Mhm. C'est uniquement la réalité du photographe. Tout à fait, C'est-à-dire ouais. que vu Mhm. que c'est un cadre rectangulaire qui est voilà, un angle donné, ce ne sont pas du tout des yeux d'humain en fait, contrairement à ce que plein de gens peuvent croire. C'est vraiment un cadre très figé et dans lequel le photographe, par ses choix de cadrage, met uniquement ce qu'il a envie d'y mettre. Et c'est un parti pris très fort. Et je me souviens très bien d'un exercice qu'il nous avait donné à la sauce dans les premiers mois où il nous avait envoyé sur manifestation dans Paris. On était trois photographes et on a tiré tous les trois des séries qui n'avaient bien absolument rien Ouais, à voir et surtout qui ne bien sûr. montraient pas du tout la même manif en fait. Il y en avait un qui avait fait une série ultra positive avec que des gens en train de rigoler, de passer un bon moment, d'échanger, de sourire. Il y en avait un autre qui avait travaillé uniquement autour des choses un peu dramatiques et des gens en train de pleurer, voilà, des gens qui étaient angry, mince, Un peu en je cherche le colère, mot en quoi. anglais, mais pas en colère, oui, merci. Voilà, donc d'un coup, tu regardais la série et tu ne vis pas la manif de la même manière en tant que spectateur de ces photos. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que souvent on dit que la photo c'est la vérité ou la réalité, Mhm. et je trouve qu'en fait c'est pas vrai, c'est uniquement Ouais. la réalité du photographe. Alors c'est marrant parce que je vais rebondir là-dessus. Il y a quelques années, j'ai réalisé pour le CAUE de l'Aude une exposition qui s'intitulait Au-delà de la carte postale. Et en fait, l'objectif, c'était justement de photographier donc mon département en fait, l'Aude, Mhm. sans faire abstraction de tout ce qu'on enlève souvent des photos quand on fait de la photo de paysage. Tu vois le poteau électrique qui traîne et qui te plaît Ouais, pas je trop et vois. que tu coupes et tu l'enlèves, bref, bon, c'est pas terrible. Les poubelles au premier plan, évidemment tu vas pas forcément les cadrer, etc. Et en fait ce qui Normal. était très marrant, c'était un exercice très drôle parce qu'en fait tu travailles à l'envers, tu te dis ah je l'aurais fait comme ça si j'avais voulu rendre l'endroit sympa, Ouais, mais en fait, c'est mais pas non. l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est de montrer justement cette entre guillemets réalité. Et c'était Ouais, assez ouais. marrant parce que mine de rien, t'es quand même obligé de faire des choix. Et ça, je reviens du coup à ce que tu disais. Il y a un parti pris, c'est forcément des choix. Et même quand tu essaies de t'efforcer de pas gommer les choses qui sont en dehors du cadre ou qui, en fait, c'est quand même un choix, quoi.
C'est Exactement. C'est comme intéressant. en fait, tu fais quand même des choix et je sais que beaucoup de gens qui sont non photographes parlent beaucoup de retouches. C'est un sujet qui, Ouais, on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est un oui. sujet voilà, qui attise les foules et qui Ah peut oui, ça c'est. énerver. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est ah oui, mais en fait, ce que je suis dégoûté parce que je suis allé à tel endroit de la planète, j'ai vu telle photo avant d'y aller, et quand je suis arrivé, c'était pas du tout ça. Le photographe, il a dû tellement retoucher, machin, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas de retouche, hein. Bien Bon, sûr qu'il y en il y en a a, et parfois, bien bon, sûr, oui, mais. voilà. Mais je dis juste que la réalité du photographe et le mensonge que les gens perçoivent est des fois simplement dû au fait que le photographe a fait des choix pertinents ou non, hein, C'est ça, oui, oui, non, mais bien au sûr, moins la ouais. prise de vue. Ouais, ouais. C'est très différent d'aller voir un paysage incroyable à 6h30 du mat au lever de soleil avec des couleurs de fou, Bien sûr, ouais, ouais. avec un cadrage très choisi pour justement pas voir les poteaux, les machins, les trucs si on a, que de le voir le même à midi avec 12 quarts de touristes C'est ça, exactement. et puis des poteaux. Bah tu sais, Donc forcément, tu sais, on a eu parfois cette discussion avec Iliad, qui certainement se prêtera au jeu aussi de de l'interview, l'interview. Ouais. Mhm. sur notamment ces paysages, donc on en reparlera, ces paysages en particulier de montagne qui photographient. Et moi je me souviens de ta série aussi sur la Nouvelle-Zélande, qui est très... en fait, c'est des La Réunion. La Réunion, pardon. C'est des paysages qui sont grandioses. C'est compliqué à photographier les paysages grandioses. Bon, toi, t'en as C'est vrai. photographié quand même pas mal qui sont sympas et qui rendent bien. Mais c'est vrai que c'est la difficulté de ça aussi, c'est cette subjectivité qui fait que oui, en effet, quand on est face au paysage, ça peut nous paraître soit moins bien, soit mieux. Mais c'est rarement identique à ce qu'on a pu voir comme image, parfois même des images d'Épinal, parce qu'il y a des endroits, moi qui habite Carcassonne par exemple, tu vois, Bien sûr, bien sûr. donc On, c'est on va pas compliqué. rentrer trop dans les détails photographiques parce que je sais pas qui va nous écouter, que je veux pas rentrer dans les détails barbants, mais la photo de paysage grandiose, beaucoup de photographes amateurs et même pros pensent que pour faire une photo de paysage grandiose, il faut tout mettre le paysage dans son cadre. C'est ça, Et je pense que souvent c'est une grave erreur parce qu'en fait en voulant tout y mettre, on n'y met rien. C'est-à-dire qu'en Hmm, voulant tout y mettre, on perd complètement l'œil du spectateur. c'est ça. Et certes, quand tu es en haut du cirque de Mafat au lever de soleil, ben hop, à La Réunion, là c'est incroyable, c'est très beau, etc. Ouais, Et en fait, les téléphones portables ont un peu perturbé la façon dont la plupart des gens font de la photo parce que le téléphone portable, les objectifs et la focale, donc l'angle de champ qui est donné par les objectifs majoritaires des téléphones portables, ce sont environ des 24-28 mm, ce qu'on oui, appelle en photographie un grand angle, c'est-à-dire eh qu'il oui. voit un angle assez large de champ, ce qui fait que on y met un peu, enfin souvent il y a tout. Si on prend mes photos de la Réunion, alors mes photos de la Réunion sont pas sur mon site internet, donc c'est ce qu'on a dit aux gens d'aller voir mon Ah site, bah mais bravo. bon, Ah bah, on a c'est l'air malin, voilà, c'est malin. Bref, elles y sont pas encore. Mais il y a plein d'autres des photos de paysages qui sont bien dans la sûr. section qui s'appelle les terres. Une grande partie de ces photos sont pas du tout faites avec un objectif grand angle, justement. Mhm. Elles sont beaucoup plus faites avec ce qu'on appelle des longues focales, c'est-à-dire des objectifs avec vraiment, tu as le sentiment de zoomer dans la photo. Et ça a plein d'effets très positifs, mais en particulier, tu ne montres qu'une partie du paysage et tu vas éviter de montrer trop de choses. Et ce qui fait que tu rends ta photo plus lisible parce qu'il y a moins d'éléments à l'intérieur et donc tu la rends souvent plus belle. Ça te permet aussi, puisque tu as pas un grand angle, tu vois souvent très peu l'avant-plan, c'est-à-dire ce qui Mhm. est proche de toi. Et donc d'un coup, effectivement, si tu as des poteaux, des voitures, des machins, bah tu Ça les meuble effaces par l'avant-plan. défaut parce qu'en Ah fait elles oui, sont juste pas là. Tu exactement, les as juste pas dans exactement. ton cadre. Je me souviens que c'est un débat qu'on a beaucoup eu sur le forum notamment, mais aussi que j'ai eu avec beaucoup de gens dont je parlais de photos, qui me disaient, qui à partir du moment où ils te disent paysage, c'est ah bah un grand angulaire, en fait c'est fait pour le paysage. Et à chaque fois, moi je disais aux gens, mais non. À l'époque, moi avec mon EOS 30D, je me souviens que la focale que j'utilisais le plus, et j'avais regardé les statistiques dans mes photos, hein, la focale que j'utilisais le plus, c'était le 200 mm, Mhm. mais 200 Mhm. mm fois 1,5, puisque j'étais pas. Enfin, tu vois, Oui, fois oui, oui. 1,5, si on est approximatif sur Euh, l'optique, hein, je suis pas bien bon en sûr. physique, moi, mais. Et du coup, bah, en fait, je m'étais dit, mais en fait, faire de la photo au grand angulaire, souvent tout est petit, tout est éloigné, et on perd un peu Et, le sujet, pour vous quoi. donner un exemple, sur ma série Les Terres, justement, donc sur mon site internet, il y a une photo qui se trouve tout en bas, c'est sur la dernière ligne, et c'est la première photo de la dernière ligne. C'est une photo où on voit une route bien centrale de la photo et on y voit des montagnes derrière. Une photo qui était faite à Lanzarote, dans les îles Canaries. Et souvent, cette photo-là, ce style de photo-là, la plupart des gens pensent que justement, il faut le faire au grand angulaire.
Et si cette photo a été faite au grand angulaire, ce qui se serait passé, c'est qu'il y aurait eu sur l'image une beaucoup plus grosse quantité de routes à l'avant-plan, et les montagnes qu'on voit très bien sur ma photo, sur la Aurait été photo au grand minuscule. angulaire, auraient été minuscules, elles auraient Voilà. été perdues dans l'image. Exact. Ce qui est l'effet des grands angulaires, c'est qu'ils mettent en avant les premiers plans et Tout à ils fait, ouais. font quasiment disparaître les arrière-plans tellement ils deviennent petits. Et donc non, et cette photo-là, elle est faite au 105 mm, donc plutôt une longue focale, alors pas aussi longue qu'un 200, Petit téléobjectif, on va dire, quoi. mais voilà, on est sur un début de télé. Et voilà, et donc d'un coup, on a vraiment bien les montagnes de l'arrière-plan, mais on a quand même la route, et ce qui fait on est sur une image, Et ce léger finalement, écrasement des plans également, où on a une c'est ça, mais ce géométrie de qui la fait route qu'on... qui est très écrasée en ruban, là, c'est très sympa, ouais. Mais d'un coup, on a une image qui est beaucoup plus grandiose, entre guillemets, Mhm. ou en tout cas qui rend plus le grandiose de la scène. Ouais. Et alors du coup, tiens, je rebondis parce que, bon, on n'en a pas encore parlé, mais tu es photographe professionnel, donc c'est ton métier de tous les jours, hein, aujourd'hui. Quel type de photos tu réalises? Et par exemple, quel type de matériel, est-ce que tu as un matériel de prédilection? Mais surtout, quel type de photographie tu réalises dans le cadre de ton travail professionnellement? Alors, je vais le faire rapidement, mais on va dire Mhm. qu'il y a les quatre grandes voies dans mon travail. Le premier sujet, c'est la photo de mariage. Je réalise 15 mariages par an. Ce qui est beaucoup et en même temps pas beaucoup, puisque pour un photographe de mariage qui ne ferait que ça, par exemple, Oui. 15 Mhm. mariages, c'est assez peu. C'est le nombre que j'aime faire. Vous ne verrez pas les photos de mariage sur mon site Madrid, parce qu'elles n'y sont pas, elles sont sur un site à part, qui est trouvable si vous allez au fin fond de la page contact du site Madrid, vous trouverez un lien qui vous emmènera vers l'autre, mais à la limite, on s'en fiche. Voilà. Ces photos de mariage sont des photos de pur reportage. Je me considère comme étant un photo-reporter de mariage et pas comme un véritable photographe de mariage. Pour ces photos reportages de mariage, j'utilise actuellement des hybrides de chez Nikon, donc Mhm. des Z6, parce que D'accord. je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir tant de millions de pixels que ça. Ouais. À un moment donné, ça sert à rien de démultiplier pour démultiplier. Mhm. Je suis un iconiste de la première heure parce que tout simplement mon papa avait du bon matériel parce qu'il aime la photo et il Mhm. s'était équipé chez Nikon depuis des années. Et donc il avait toute une panoplie d'objectifs Nikon. Donc quand j'ai acheté mon premier boîtier, je me suis dit chic, j'achète un Nikon, comme ça je Et vais je lui pouvoir vole ses piquer. objectifs. Ce qui a très bien marché, mais après j'ai investi moi-même dans mes propres optiques. Ouais. Et puis au final, bah voilà, tu te retrouves un peu abonné à une marque. Et puis tu prends goût parce que je me sens pas du tout, comment dire, dans ces guerres de religion. Pendant mes 2 ans de production de mariage, je suis parti chez Fuji pour essayer de Mhm. travailler avec des boîtiers plus petits, plus légers. Pendant Oui. ces 2 années-là, Nikon n'avait pas fait d'hybride, il n'existait que des Oui, ils avaient un réflexes. petit peu raté le tournant, c'est vrai. Mhm. Exactement. Et ce qui fait que je suis parti chez Fuji, j'ai bossé en Fuji pendant 2 ans. C'était des bons boîtiers, mais j'y trouvais pas mon compte. Et il y a des choses qui me posaient Mhm. problème dans mon utilisation. Mais c'est des choses de pur goût personnel, hein. Attention, c'est pas du Bien sûr, tout oui, oui, une non, mais critique envers le oui, matériel. C'est tout à juste fait, que ouais. Mhm. j'ai rendu pendant ces 2 années-là des photos que mes clients ont tous adorées et pour certaines qui sont encore sur mon site internet, donc je ne les renie absolument pas. Mhm. Mais quand Nikon a sorti son premier hybride, je me suis dit, eh ben, si j'y retrouve ce que j'aime chez Nikon et qu'en plus j'ai le côté hybride que j'avais vraiment adoré chez Fuji, Ouais, eh ben, peut-être que ce seront les appareils quasi parfaits pour banco, quoi. moi. Ouais, bien sûr. Et, et pour l'instant, il se révèle Ouais. exactement ce que j'en attendais. Alors ensuite, il y a mes photos pour les professionnels. Donc là, je Mhm. réalise du reportage d'entreprise. Là aussi, c'est souvent mes Nikon Z qui sont de la partie. Parce que quand tu es en reportage d'entreprise, bah voilà, la facilité et la rapidité de ces Tout à fait. appareils est tout à fait appropriée. Ensuite, je fais de la photo d'architecture Qu'on peut voir pour des d'ailleurs en clients partie sur qui ton sont sur site, hein. madrid.fr, tout à Voilà. fait. Donc là, bah, j'utilise des fois les Nikon, mais pas souvent, mais surtout du moyen format de chez Hasselblad. Mhm. Donc actuellement, j'utilise leur petit dernier qui est le X1D2. J'utilise pour l'architecture assez haut de gamme de la chambre grand format en Mhm. argentique. Ça, c'est pas commun quand même. Il y a- C'est pas commun, effectivement, mais aujourd'hui, les architectes ont encore cette demande-là, parce qu'ils Ouais, savent que, d'accord. en termes de possibilités de cadrage, dès la Et prise oui, de vue, il y a pas mieux, oui. et que bah, la technologie étant ce qu'elle est, les scanners sont devenus excellents, et donc Mhm. il est tout à fait Ouais, possible finalement de scanner les plans films. son plan film Mhm. et d'obtenir un fichier numérique absolument incroyable. Ouais, Moi, j'ai des fichiers numériques comme ça qui font 150 millions de pixels ouais.
sortant d'un plan film, quoi. Donc c'est on est sur quelque extraordinaire. chose d'excellent Ouais. et parfaitement utilisable. Donc ensuite pour tous les besoins numériques de mes clients, mais shooté en argentique à la prise de vue, quoi. D'accord. Tout ce qui est bascule, décentrement et tout ça, Ah bah alors justement, c'est, tout le but de j'imagine la que chambre c'est photographique, c'est l'intérêt. surtout de travailler sur le décentrement, Voilà. exactement. Alors la bascule finalement assez peu parce Moins, que oui, parce que. voilà, mais le décentrement oui, oui énormément. C'est Ouais. vraiment le but de ça, c'est de décentrer. Par exemple, j'ai une optique, j'ai un beaucoup plus standard, j'ai un 20 mm à décentrement qui s'adapte aussi bien sur mes Nikon que sur mon Hasselblad. Ce 20 mm a une capacité de décentrer, alors de 11 mm en haut comme en bas. Mhm. Ma chambre a la capacité de décentrer de 60 Eh mm oui, en haut comme en bas. Ça permet de rester au sol et de Ouais, bien garder sûr, une ligne verticale parfaitement bien droite, sûr. Ouais. tout en ayant le bâtiment en entier sur sa photo. D'accord. C'est vraiment très intéressant. Ok. Alors le travail Vas-y. professionnel se finit par un peu de photos de pub, Bien sûr. et puis mes photos perso, qui néanmoins rentrent dans mon travail professionnel dans le Oui, sens où certes ce n'est pas directement vendu à des clients, mais c'est des photos qui sont ensuite exposées et oui, achetées par bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Tout des à gens fait. qui ont envie de les avoir accrochés à leur mur. Mm, mm. Alors j'avais une question, puisqu'on parle de photographe professionnel, alors pas forcément professionnel d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a un photographe ou une photographe que tu apprécies particulièrement, par-dessus tout, où tu te dis c'est vraiment le ou la photographe exceptionnelle que j'adore? Il y en a plusieurs, mais si je devais en citer qu'un et en retenir qu'un, je suis un très très grand admirateur de Andreas Gursky, un photographe allemand Mhm. qui alors a été connu, a fait un peu son, enfin il est très connu même, hein, mais il y a eu un peu de buzz autour de lui il y a quelques années parce que c'était lui qui à l'époque, il a été dépassé depuis, Mhm. avait vendu la photo la plus chère du monde, qui était la photo qui s'appelle Rhine 2, donc le Rhin 2, Ouais. qui est une photo très vide où il y a juste le Rhin avec des bandes de terre et de ciel au-dessus en Mhm. dessous. Cette photo est finalement, si on la prend seule, très peu intéressante. Si vous avez la chance, par contre, de voir une exposition de Gursky, alors il est exposé surtout en musée, hein, donc il est Ouais. exposé assez Mhm. régulièrement. Moi, je l'avais vu à l'immense musée Burda en Allemagne il y a quelques années. D'accord. Cette photo, au milieu de ces autres photos et dans la scénographie qu'il propose, a tout son intérêt. D'accord, ouais. Voilà, elle est Ça très présente puissante cette l'intérêt photo principal. quand elle est au milieu parce que de ces autres images, parce qu'en fait, c'est un photographe qui travaille sur le gigantisme, D'accord. le Mhm. gigantisme humain particulièrement. Et donc ces photos sont toutes affichées en taille immense. C'est-à-dire que les tirages Gursky font 4 mètres de haut sur 6 mètres de large. Enfin, c'est très impressionnant. Très très grand format, quoi. Et, et des très très grands formats. Et en fait, le gigantisme de ces photos et les millions de détails qu'elles recèlent apparaissent parce qu'il a des tirages de cette taille-là. Ouais. Mhm. Et d'un coup, quand dans ce gigantisme, où d'un coup tu vois une usine Nike en Indonésie, où tu vois des millions d'enfants alignés les uns à côté des autres, habillés en orange, et puis tu vois un défilé en Corée du Nord juste à côté, où là aussi il y a des millions de personnes qui s'agitent pour former des formes de fleurs et autres, et que tu as cette photo de ce Rhin très calme au milieu de ça te fait une respiration Ouais, au milieu de ça ta prend tout son visite. sens, ouais. Et elle prend tout son sens, exactement. C'est forcément un photographe qui travaille énormément sur les lignes, sur la géométrie, parce qu'on Mhm. parle de gigantisme, hein, donc Ouais. on a un travail comme ça qui est très graphique. Et je trouve que ses compositions sont toujours à couper le souffle. Donc voilà. On retrouve un petit peu ça quand même dans ton travail. Alors on a parlé de l'architecture. Je vous invite d'ailleurs à aller voir hein, la page d'architecture de Madrid qui est particulièrement sympa. Pas forcément toujours rigide hein, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il y en a des très très rectilignes, mais il y a aussi des choses extrêmement organiques. C'est très sympa à regarder. Sur le forum de Canard PC où tu officies de temps en temps, on t'a connu surtout pour l'urbex au départ. Ouais, alors l'architecture, c'est quelque chose qui est arrivé en second temps, parce que donc je suis pas devenu photographe professionnel tout de suite, hein, bien sûr, quand j'ai commencé à connaître la photo, c'est arrivé instantanément. Ah Ça a mis bon, un tu peu de t'es pas temps. dit tout de suite, tiens, ça y est, je suis un Non, professionnel? voilà, Ah, d'accord. c'est ça. Voilà, j'ai pris un peu de temps avant de me lancer, mais en fait, donc je suis arrivé à l'architecture par l'urbex. Et j'ai commencé à faire de l'urbex tout simplement parce que j'étais photographe amateur, avec un grand plaisir pour la photo. Et puis un jour, j'ai une amie qui me dit, j'ai vu passer ça sur Internet, il y a comme ça des manoirs abandonnés, machin, et j'en ai vu un pas loin de chez nous, ça te dirait pas, on va faire un tour et tout.
Hmm. Et, Oui, parce qu'il faut donc, peut-être redéfinir voilà. pour ceux qui éventuellement sauraient pas Alors, qu'est-ce que exactement de quoi c'est il que s'agit. Qu'est-ce que l'urbex? c'est que Voilà, l'urbex? Comment l'urbex, toi c'est tu vois donc. ça? Moi, je vois ça. Alors, ma vision diffère avec le temps, mais au début, c'était simplement aller visiter des lieux laissés à l'abandon par l'homme. Des lieux plutôt récents. On parle vraiment de lieux qui ont un abandon qui date peut-être de 20 ou 30 ans et qui sont des lieux souvent qui datent. Allez, il y a peut-être une centaine d'années, des fois moins, Mhm. enfin l'âge de lieu dépend, mais l'urbex c'est ça, c'est l'exploration urbaine, donc tu vas voilà, visiter des entrepôts, des choses abandonnées comme ça. T'en fais pas forcément de photos, puisque Mhm. l'urbex en général c'est simplement la C'est visite plus une découverte, elle-même. oui. Mhm. Voilà. La photographie arrive pour certains. Beaucoup de photographes d'urbex ne font ça que pour simplement garder des souvenirs de leur visite. Oui, d'accord. Euh, Moi, j'y ai vu tout de suite un vrai sujet photographique. Les gens qui font de l'urbex, il y a pour moi différentes formes d'urbex et différentes raisons d'en faire en tout cas. Mhm. Moi, j'y vais pour la photo. Parce que la première chose que j'ai découvert, donc le premier lieu que j'ai visité, qui est un très beau manoir par chez moi, était. En fait, ce que j'y ai compris, c'est qu'il y avait une différence de lumière. C'est-à-dire que, vu que ce sont des lieux qui sont souvent clos, avec des volets fermés, etc., on est dans les lieux qui sont plutôt sombres. Mais dès qu'il y a un peu de lumière qui y passe, un ray de lumière qui passe, ça Mhm. explose tout de suite, quoi. Ça fait Ouais, vraiment, ça voilà, ça contraste fait beaucoup, quoi. ça contraste Je beaucoup me et ça souviens fait de des lumières qui sont tes assez premières bonnes. publications sur le forum où on avait ce contraste d'une image très très dense et puis d'un coup un objet ou comme tu dis un ray de lumière qui Ouais, d'un alors coup est bon, mis en valeur au milieu de alors la mes premières pièce. images, si on revient à ça, mes premières Mhm. images d'urbex sont très mauvaises parce que il se trouve que j'étais tombé, alors en photographie, il y a un schéma qui est assez connu sur la progression du photographe et puis sur ce schéma, il y a le photographe commence à progresser, découvre la photo et tout, et puis un jour il découvre un objet, un matériel, une technique photographique. Il tombe dans ce trou et donc d'un coup la qualité de ses photos dégringole Ouais. et il restera dans le creux tant qu'il s'est pas sorti tant qu'il s'est pas sorti de ça. Je Et moi à t'interromps ce d'ailleurs moment-là pour ceux qui veulent regarder un peu les photos d'Urbex de Madrid pendant qu'on en parle. pardon, C'est dans Nos Oubliés, hein. Vas-y, c'était ma première série, ouais. Oui, Et donc donc tu. donc cet objet photographique dans lequel moi je suis tombé, c'était une certaine optique qu'on appelle un fisheye, c'est-à-dire Mhm. un angle, un grand angle qui devient tellement grand angle que les lignes verticales, que les lignes droites deviennent arrondies. Et donc je faisais deux trucs sur mes premières photos d'urbex. D'une, je photographiais ces lieux d'architecture au fisheye, qui avait donc pour effet de ne pas du tout respecter l'architecture, parce que d'un coup une ligne Oui. verticale dessinée comme verticale devenait arrondie. Mhm. Et d'autre part, je me mettais en scène moi-même à l'intérieur de ces photos, c'était des espèces d'autoportraits finalement, où je mettais un espèce de masque de clown horrible et je me D'accord. mettais à l'intérieur de la photo. Voilà, donc ça c'était mes premières photos d'urbex. D'accord. Et j'ai fait, je sais pas, quatre cinq bâtiments comme ça. Puis un jour, devant mon ordi, je me dis, elles sont quand même très très moches tes photos, mon gars. Et en fait, je me suis posé quelques questions basiques. C'est qu'est-ce que tu es en train de photographier? Bah Mhm. certes, c'est abandonné et tout, mais c'est de l'architecture à la base. Et ensuite, une fois que j'avais répondu à cette question, c'est comment est-ce que l'architecture est photographiée joliment? Enfin, qu'est-ce que j'estime moi être des belles photos d'architecture d'intérieur pour le coup, mais et donc j'ai regardé sur le net, photos d'architecture, tout ça, et puis j'ai commencé à regarder des images, et puis j'ai très vite compris que ce que je trouvais beau, c'est que quand la photo respectait l'architecture elle-même, c'est-à-dire quand la photo Eh prenait oui. en compte justement la volonté des Mhm. archis de faire certaines lignes pour certaines raisons, et que le photographe respectait ça, quoi. Ouais. En fait, c'est moi ce qui m'avait fasciné, et j'imagine que c'est un petit peu l'effet qu'on a quand on va sur place, c'est la présence humaine d'un être humain qui est pas là, mais qui en fait est vraiment là. Là, par exemple, on en a une sur Nos Oubliés avec un piano, il y a encore les partitions, il y a tout. Enfin, on a l'impression que l'être humain est là parce qu'en fait, il est parti hier, quoi. C'est Je assez dois curieux avouer que comme donc sensation. moi forcément ces bâtiments m'ont parlé parce que depuis tout petit j'ai toujours aimé les ruines. C'est-à-dire que Mhm. quand je partais en rando avec mes parents, voilà les vieilles ruines du, j'aimais pas la rando, mais par contre savoir qu'on arrivait dans une vieille ruine du 13e, ça me parlait bien et de grimper sur sa vieille pierre et tout c'est un truc qui me parlait. Donc ce qui fait que ces lieux-là, ce qui m'a vite touché, donc je parlais de la lumière à la base, mais ce qui m'y a touché ensuite, c'est que pour moi c'est nos ruines à nous. C'est-à-dire que souvent ces bâtiments
sont dans des états de dégradation qui sont déjà trop avancés pour qu'on puisse y envisager la moindre restauration. Mhm. Voilà. Ouais. Euh, à moins d'être riche à millions. Et en même temps, ils sont pas encore en ruine. C'est-à-dire qu'en même temps, justement, la vie humaine est encore là. Mhm. 20 ou 30 ans, c'est long d'un point de vue des humains. C'est très court de la point de vue du bâtiment. Ce que j'aimais dans ces lieux, c'est que pour moi, c'était nos ruines, c'est les ruines de notre génération. Dans 200 ans, 300 ans, ce sera des ruines aussi. Mhm. Et l'état dans lequel moi je les ai photographiés est un état vraiment de transition qui évolue déjà chaque année. Je suis assez peu retourné dans les lieux que j'avais photographié une fois parce que finalement ça m'attire pas trop, mais pour l'avoir fait une ou deux fois, justement tu te rends compte à quel point le lieu Le bouge, lieu change, le ouais. lieu change, Ouais, ouais. que ce soit par les visites de gens, mais aussi mais aussi par l'évolution du temps. La Parce que dégradation, quoi, ouais. ben oui, parce que un lieu qui va pas bouger pendant 20 ou 30 ans ou très peu, souvent tu te rends compte que ces fenêtres sont encore là, fermées, existantes. Par contre, dès qu'une fenêtre ou plusieurs sont ouvertes et que d'un coup l'humidité rentre vraiment, etc., Donc, tout là d'un s'altère, coup quoi. la dégradation Ouais. et l'altération arrivent beaucoup Ouais. beaucoup plus vite, quoi. Alors, bah, sur l'urbex, on arrive donc on va dire au dernier sujet qui nous intéresse particulièrement. C'est que tu exposes en ce moment. Donc une nouvelle série. Alors je sais pas si je dois dire une nouvelle série. Est-ce que c'est vraiment la continuité des séries d'Urbex que tu as faites précédemment ou pas? Alors, sur mon site, il y a plusieurs séries qui sont liées à l'urbex. Donc, Nos Oubliés, c'était ma première Mhm. série, qui sont des lieux faits surtout en Europe du Nord, donc France, Angleterre, Allemagne, voilà, ce genre de pays. Mhm. Ensuite, j'ai fait une espèce de pause, on va dire. Et puis est arrivé en 2018 un projet, le projet d'aller à Tchernobyl. La Et zone, donc, donc, hein, pour ceux qui veulent aller voir les voilà, donc photos là, sur le pardon, site, c'est la ça série qui s'intitule La s'appelle Zone. effectivement La Zone. Voilà. Et donc cette série-là, elle a été faite en deux fois, puisque donc je suis allé une première fois en février 2018 à Tchernobyl, puis une deuxième fois en février 2019. Et d'un coup, ça a relancé mon envie d'urbex. C'est une espèce de boss de fin, quoi, Ouais, Tchernobyl. Pour ceux c'est qui font sûr, de ouais. l'urbex, quoi, c'est un peu, Oui, c'est un voilà, peu. c'est un peu le. Parce qu'on n'est plus dans un bâtiment abandonné, on n'est plus dans un hangar ou dans un manoir, ou enfin même dans une usine de 50 000 mètres carrés, comme j'ai pu faire, tu vois, on est dans une zone entière de la planète, totalement Ouais, abandonnée, zone qui fait la taille du Luxembourg, donc c'est pas petit, ouais. et c'est 50 villes et villages abandonnés, quoi. Donc c'est d'un coup, on est dans autre chose que juste purement de l'urbex, quoi. Et alors c'est abandonné sans l'être en plus parce que il y a toujours des gens qui y travaillent, il y a toujours voilà, il y a toujours de l'activité autour de la centrale, même si elle ne fonctionne plus, etc. Alors je parle de ça d'avant la guerre bien sûr, mais voilà. Et donc ça c'était un truc qui m'a vraiment plu, qui m'a vraiment redonné goût et qui m'a aussi fait comprendre que si je devais continuer l'urbex maintenant, il fallait que, contrairement à Nos Oubliés, qui était un peu je vais visiter des beaux endroits, enfin des endroits que je trouve beaux, et puis Mhm. c'était fait de manière un C'était peu esthétique, quoi. juste purement esthétique, ça m'a fait comprendre que là maintenant il fallait que mes séries devaient avoir un thème autre que juste c'est abandonné. Et voilà, qu'elles devaient avoir une thématique Faut qu'elle autre. raconte quelque chose, Donc quoi. c'est ça, qu'elle raconte quelque chose de Mhm. plus, donc, et c'est ça qui m'a fait comprendre la série La Zone. D'accord. Ce qui fait que ça m'a permis de faire une deuxième série toujours à Tchernobyl, qui est une série qui s'appelle Zvema, qui est une série qui était faite à la pellicule Ah oui, je me souviens de photo. ce travail, oui. Et voilà, et ça c'est une série qui a été faite dans Tchernobyl, mais avec de la pellicule photographique qui a été retrouvée à Tchernobyl et qui date d'avant l'explosion. Ça donne un Donc rendu d'ailleurs très ouais, le curieux, hein, rendu est très intéressant, hein. très Ouais, ouais. particulier, très différent. C'est aussi pour ça que, par exemple, et La Zone et SVMA ne sont pas des séries qui rentrent dans nos oubliés, parce que c'est justement, on rentre dans certes, on va dire, il y a un dénominateur commun qui est le fait que c'est abandonné, Mhm. mais c'est quand même des séries qui racontent des choses différentes. Ouais, ouais. Et là, la nouvelle série, celle qui est exposée actuellement, qui s'appelle Sella una volta, qui est une série qui a été faite l'été dernier, donc à l'été 2021, Toute est une récente, série donc. qui a été faite en Italie. Et en fait, donc c'est une série de lieux abandonnés. Là aussi, encore une fois, des photos d'intérieur. Donc là, on a des dominateurs communs par rapport aux précédentes séries, mais avec des choses qui changent énormément. Déjà, mes séries précédentes ont toujours été faites en hiver.
Oui. Il y D'où avait cette toujours un lumière côté souvent un peu bleue, on va dire, hein, froide, bleu c'est cyan, ça, ouais, ouais, beaucoup de tout couleurs à froides. fait. Mais parce que voilà, ça fait le côté froid de l'hiver, quoi, hein, tout Mhm. simplement. Et je pense que ça a ajouté quelque chose à mes images à ce moment-là. Là, en Italie, j'avais envie de l'effet inverse. Je voulais des lumières chaudes Un peu et d'ensoleillement. estivales. Et en plus de ça, je savais que moi, tous les bâtiments que je visais étaient des lieux dans lesquels il y avait des peintures, des fresques, dans quasiment l'ensemble des lieux, et ou des voûtes. Euh, et que je voulais vraiment ce charme italien et ces peintures italiennes au mur Ouais, de c'est... ces lieux laissés à l'abandon. Et donc, ces photos sortent en même temps, encore une fois, ont des dénominateurs communs, mais sortent des précédentes séries parce qu'elles sont beaucoup plus colorées, Oui, beaucoup plus lumineuses tout à fait, ouais. et plus solaires Oui, que celles que j'avais fait une palette de auparavant, quoi. couleurs, je dirais peut-être presque plus riche au sens où il y a un joli contraste de couleurs, notamment sur pas mal de tes images, là, entre le bleu et le jaune, Mhm. le cyan et le jaune par endroits aussi, Ouais. qui rehaussent énormément le contraste de couleurs des photos, c'est assez impressionnant, ouais. Et alors, ce que tu présentes du coup à l'expo, ce sont des tirages. Tu présentes quoi? Du grand format, petit format, il y a un peu de tout. Alors, la série donc fait une cinquantaine d'images pour Mhm. l'instant. À l'expo, j'en présente que 16, puisque la galerie fait la taille qu'elle fait, donc il a fallu faire des choix de tirage. On présente et du très grand format, donc on va jusqu'au 120-90, D'accord. et du petit format, puisque le plus petit c'est du 40 par 53. Et puis il y a deux formats entre deux, il y a du 60-80 et il y a du 90-90. D'accord. Alors quand je parle de ces tailles, ce sont les tailles des cadres, Mhm. euh, puisque cette série a été imprimée sur un très beau papier mat d'art mat de chez Annemule, mais a été encadrée d'une manière un peu différente de ce dont j'ai l'habitude, D'accord. puisqu'en fait elle a été mise dans des Marie-Louise Ah très oui, d'accord. épaisses, et très épaisses de deux bannières, elles sont épaisses en épaisseur, donc on voit un très beau biseau qui amène vers l'image, et Mhm. elles sont également larges, donc il y a plusieurs Oui, dizaines on de imagine centimètres de que Marie-Louise. le cadre s'adapte bien forcément au thème. L'ensemble de ça est encadré par un cadre en bois de teck qui est très chaud comme ça, comme couleur Mhm. de bois et qui s'accorde parfaitement aux teintes des images. Et donc par exemple quand je dis qu'il y a du 90-90, je n'ai pas, et que vous regardez la série sur mon site, vous verrez qu'aucune de ces images n'est en carré. Et donc en fait quand on a un tirage en 90-90, c'est le cadre qui fait 90-90, c'est-à-dire c'est le cadre qui est D'accord. carré, mais à l'intérieur l'image est quand même en 4 tiers D'accord. et il y a la Marie-Louise blanche qui l'entoure, quoi. Donc, bah écoute, on va conclure là-dessus parce que ce qu'on veut, c'est que les gens aillent voir l'exposition aussi, hein. Ce serait pas mal, Voilà. effectivement, venez nombreux. Donc, par contre, peut-être tu peux nous rappeler, parce que je ne l'ai pas encore dit, où se trouve cette expo et Et jusqu'à les quand on peut dates, aller la voir. tout à fait. Alors, l'expo se déroule dans une galerie qui s'appelle la Chouette Galerie. C'est situé au 20 rue Saint-Marc à Strasbourg. C'est juste à côté du centre-ville de Strasbourg, accessible à pied en 5-6 minutes quand vous êtes à la cathédrale. Ensuite, l'expo est déjà ouverte. Elle est ouverte jusqu'au 3 juillet. Elle est ouverte les mardis, mercredis et vendredis soirs, de 18h à 20h. Et elle est ouverte surtout les samedis et dimanches de 14h à 20h. Sachant que moi, personnellement, j'y suis présent les mardis soirs, c'est sûr et certain, les Mhm. mercredis soirs au maximum, et j'y serai présent particulièrement le dernier week-end, c'est-à-dire les 2 et 3 juillet. Je n'y serai pas présent le week-end prochain parce que je serai de mariage. Voilà. Bon, bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, si vous voulez voir les photos de Madrid, et puis si vous voulez voir Madrid. Donc, ce que je ferai, c'est que je vous Ça. remettrai sur le site donc tous les horaires que Madrid vient de vous donner. Bon, 3 juillet, moi ça fait trop court, donc ça va être difficile d'aller jusqu'à chez toi. Je suis pas encore en vacances malheureusement. Si jamais tu prolonges, il faudra que tu nous le dises. Hein, on sait jamais Ouais, non, ou alors, si tu non, exposes ailleurs. la galerie a un timing, mais si Bien sûr. j'expose ailleurs, bien sûr, Voilà, il avec faudra grand plaisir. que tu nous le dises. Ce sera un plaisir. Écoute, bah, tu as inauguré cette série donc des photographes. Merci à toi. J'espère que ça intéressera les gens du coup d'aller voir tes travaux. Et donc, C'est bah, gentil. avis aux amateurs, j'ai déjà pas mal de gens sur la liste. Donc, bah, je sais pas encore qui sera le prochain. Mais en tout cas, bah, ce sera avec plaisir qu'on l'accueillera. Merci. Carrément. J'ai hâte de savoir qui sera le prochain. À bientôt. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao.